Bonjour à tous, bonjour Odile Mattei. Bonjour Julien. France 3, Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi France Info bouleversent leur programme ce matin pour rendre hommage au cuisinier du siècle, le pape de la gastronomie, le Lyonnais Paul Bocuse. Alors vous le savez, Monsieur Paul s'est éteint hier matin dans sa chère auberge de Collonges à l'âge de 91 ans. Pendant 1 heure, nous allons revenir sur son parcours 3 étoiles, ses plats qui ont marqué l'histoire et bien sûr l'homme. Et pour ce faire, nous serons très bien entourés, vous le voyez, sur notre plateau en direct de Lyon, des chefs, des proches de Paul Bocuse, mais aussi un ministre. Tous nous parleront de leur ami, mais d'abord, hommage en images et en musique au capitaine, c'est le nom que lui donnait sa brigade en cuisine. Et pour nous parler de Paul Bocuse, on accueille nos premiers invités. Gisèle Lombard, vous êtes journaliste au Progrès. Jacotte Brasier, petite fille de la célèbre mère Brasier chez qui Monsieur Paul a fait ses classes. Et Christian Tête-Doigt, meilleur ouvrier de France et président des maîtres cuisiniers de France. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et je vous laisse la parole, chère Odile, notre spécialiste culinaire qui présente sur France 3, l'émission Goûtez voir. Goûtez voir, oui, tous les samedis. Alors, le pape de la gastronomie française, le cuisinier du siècle, le génie, le monstre sacré, l'icône, le mythe. Hier matin, la gastronomie française a perdu le chef, le père, le maître. Il aurait eu 92 ans le 11 février. Christian Tête-Doigt, la cuisine est en deuil aujourd'hui. Oui, effectivement, je crois que tous les cuisiniers de France et du monde ont perdu leur papa. Plus qu'un chef, c'était vraiment un guide. Il a montré la voie, il a sans arrêt défendu la belle cuisine, les bons produits et surtout la fraternité entre les cuisiniers. Donc c'était vraiment un exemple pour nous. Pourquoi vous portez ce brassard ? Parce qu'il est en deuil. Voilà, avec toute ma brigade, on a décidé effectivement de porter un brassard pendant toute la semaine à venir pour lui rendre hommage. Et on a mis en salle aussi une petite épingle noire au col des serveurs. Et vous, tout au long de cette émission spéciale, vous nous direz tout ce que vous a apporté personnellement Paul Bocuse. Gisèle Lombard, oui. Donc vous avez appris, comme tous, hier la terrible nouvelle. Hier matin. Et pour moi, ça a été vraiment un choc. Enfin, bien qu'on s'y attende. Malgré le fait qu'on s'attende à ce genre de choses, ça fait toujours une peine immense. On n'est jamais et moi, prêt. je le connaissais depuis 30 ans. Et je crois qu'avec Odile, nous étions toutes les deux un peu les journalistes privilégiés de Monsieur Paul. Voilà. Jacotte Brasier ? On s'habitue jamais... quand on pense toujours que nos amis sont immortels. Éternels. Bon, nous, on se connaît. Vous avez oublié une chose, c'est l'ami. Et nous, c'est plus, dans ma famille, c'est plus l'amitié de ma grand-mère, de mon père, de toute la famille. Et c'est ce qui est le plus marquant. Et nous, on perd un ami. Alors, je vous propose de revenir sur la vie de votre ami, de Paul Bocuse, qui, malgré sa renommée internationale, n'a jamais oublié ses racines. Regardez. C'était un enfant des bords de Saône, un vrai gone de Lyon. C'était un petit chemin là, terreux. Cette rivière a été très importante pour nous. Elle nous a nourris pendant la guerre. Paul Bocuse n'a jamais quitté la rivière de son enfance, ni le restaurant de ses parents. Je suis du 11 février 1926. Je suis né dans cette maison et je dors encore dans la chambre où je suis né. Ça, c'est formidable. Monsieur Paul a grandi à Collonges-au-Mont-d'Or, dans une famille où l'on est restaurateur depuis 4 siècles. Là, c'était la cuisine de ma grand-mère. Là, si vous voulez, on avait le restaurant, on n'avait que ça, c'est-à-dire on avait 9 tables et 9 chambres. Ça va pas. Passionné de chasse et de pêche, il ne dérogera pas à la tradition. Voilà, comme ça cuite à la broche, c'est quelque chose de formidable. Ces classes, il les a faites comme jeune commis chez Fernand Point ou chez la mère Brasier, qui font de lui un véritable héritier de la cuisine des mers lyonnaises. Alors, quelle est la cuisine de Paul Bocuse ? Et puis la cuisine de Paul Bocuse, c'est la cuisine du marché. C'est peut-être un merlan le matin pourvu qu'il soit très frais, avec une pomme de terre, ça vient d'être ramassé. Ça, c'est de la grande cuisine ou de la bonne cuisine, comme vous voudrez. En 1958, il rejoint son père à Collonges. 3 ans plus tard, il est sacré meilleur ouvrier de France,
le titre dont il a toujours été le plus fier. La cuisine, c'est comme un tableau. Ça se peint au moment où on est et au goût de l'artiste. Rapidement, Paul Bocuse transforme la guinguette de son père en auberge. 1965 sera pour lui l'année de la consécration, avec 3 étoiles au guide Michelin. Il n'a pas encore 40 ans. 6 soupes de truffes, 2 escalopes, 2 loups en croûte, 2 mousses de truite, 3 volailles de braise en vessie, 2 carrés d'agneau. La bonne cuisine, c'est d'abord la qualité du produit. Et sans bon produit, on ne peut pas faire de bonne cuisine. Et je dis aujourd'hui, restez un peu simple, car la cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité. 1975, le chantre de la nouvelle cuisine française est fait chevalier de la Légion d'honneur par le président Giscard d'Estaing. C'est le premier cuisinier à arborer une telle distinction. Il crée pour l'occasion l'un de ses plats les plus emblématiques, toujours à la carte aujourd'hui, la soupe aux truffes VGE. Paul Bocuse est un cuisinier qui reçoit la Légion d'honneur, ça vous surprend? Oui, un peu, mais enfin, je crois que c'est surtout toute la cuisine française et les meilleurs ouvriers de France qui sont un peu représentés en moi-même. Véritable emblème national, Paul Bocuse devient rapidement le premier cuisinier star de la planète. Le monde entier se l'arrache. Il ouvre même des restaurants au Japon et aux États-Unis. Mais le chef businessman n'a jamais oublié d'où il venait. Malgré son triple pontage coronarien en 2005 et la maladie de Parkinson, jusqu'au bout, il aura passé ses journées en cuisine à l'auberge de Collonges, près de son équipage. Comment vous expliquez cette longévité? Par la qualité du travail. Vous savez, tous les matins, il faut se remettre en question. C'est jamais gagné. Et je crois que motiver l'équipage, parce qu'on n'est pas tout seul, c'est une équipe. Là, si vous avez quelque chose à changer, vous changeriez quoi? Je referais la même chose. Vous ne changeriez rien? Non, c'était trop formidable. Vous vous rendez compte, ce métier m'a tout amené. Quelle carrière exceptionnelle hein, pour le petit Polo des bords de Saône, qu'on appelle Monsieur Paul Bocuse, le plus grand des chefs du monde. Mais qui est toujours resté à Lyon. Et c'est toujours été à partir de Lyon qu'il a rayonné dans le monde. Et ça, c'est exceptionnel, finalement. Et vous l'avez vu il y a quelques mois. Nous l'avons vu avec Pierre Orsi, Jackie Marguin et Roger Jaloux, le 15 novembre, très exactement. Et nous avons vécu une après-midi absolument exceptionnelle où Paul Bocuse a évoqué des souvenirs avec ses anciens apprentis et où il a pris des fous rires avec Madame Raymonde, ce qui lui était pas arrivé depuis quand même plusieurs mois. Et ça a été vraiment une après-midi exceptionnelle. Oui, ça vous a fait quelque chose, Christian Tête-Doigt, de revoir ces images? Oui, c'est à la fois de la joie et de la douleur de voir effectivement M. Paul nous parler encore à travers ces images. C'est toujours très émouvant. Et j'aime beaucoup, effectivement, tout ce qu'il a dit. Je suis complètement fan. C'est vrai que motiver l'équipage, la qualité du travail, encore une fois, c'est le chef de file qui remet toujours tout dans la ligne. Dans l'ordre. Alors, on l'a vu sur ces images, Paul Bocuse est indissociable de la petite commune de Collonges-au-Mont-d'Or, au nord de Lyon. C'est là où il est né, c'est là où il s'est éteint hier. Une messe en son honneur a eu lieu ce matin. On retrouve en direct sur place Sylvie Cozzolino. Bonjour Sylvie. Le curé a rendu un hommage vibrant à Paul Bocuse, c'est ça ? L'hommage à Paul Bocuse a été plutôt sobre, Julien. Quelques phrases prononcées en début d'office par le père Bretéché devant une quarantaine de fidèles. Ce n'est pas plus que d'habitude. Il évoque un homme libre qui n'est pas un grand intellectuel mais qui dispose d'une intelligence pratique mise au service de tous. Et le curé qui partage le goût de l'humour avec Paul Bocuse nous a dit ceci, je cite, « On ne va tout de même pas le canoniser parce qu'il n'était pas parfait. » Alors je crois que vous avez aussi rencontré quelques fidèles. Oui, et ce matin, je peux vous dire qu'ici à Collonges, l'ambiance n'était pas à la nostalgie ou à la tristesse. Toutes les personnes que nous avons interrogées se souviennent avec délice de Paul Bocuse, son côté blagueur, farceur, mais aussi sa très grande générosité. Et un exemple revient dans tous les propos, c'est ce grand repas annuel offert par Paul Bocuse peu avant Noël, aux plus de 75 ans de sa commune de Collonges-au-Mont-d'Or. Et c'était ça aussi, Paul Bocuse, Julien.
Merci beaucoup Sylvie Cozzolino et on débute tout de suite la première séquence de l'émission. Paul Bocuse, l'homme de tradition, Odile. Et de filiation, parce que Paul Bocuse est issu d'une famille de cuisiniers qui remonte à 1765, donc il a grandi aussi dans la cuisine d'Irma. Et sa maman, bien sûr, et de son père Georges Bocuse, et il est essentiellement l'héritier des mères lyonnaises, et notamment de votre grand-mère, Eugénie Brasier. Et on raconte toujours cette petite histoire quand ma grand-mère était au concours de la Luère en 1946. C'est très très haut, enfin c'est à 800 mètres d'altitude. Ça monte. Ça monte vraiment beaucoup. Et ce jeune garçon est arrivé, il avait pas 20 ans, et elle lui dit, alors mon petit, t'es arrivé comment? Alors il dit à vélo. Oh, elle dit, t'es pas fainéant, je t'engage. Oui. Parce que ça, c'était très important. Et ça a été aussi, je pense, ça a marqué énormément de son travail pour Paul. Parce que ma grand-mère était exigeante, elle était un peu du rail quand même. Oui. C'était l'époque aussi. C'était l'époque. Et puis, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Et il faut dire aussi, Jacotte, que Paul Bocuse était un très grand sportif. Il était nageur, homme grenouille. Oui. Plongeur, il savait tout faire. Et ce qu'a dit tout à l'heure la jeune femme, c'est aussi un trait de caractère, c'est qu'il était blagueur et qu'il avait énormément d'humour. Esprit vif. Oh, très très vif. Et il faisait des blagues, je me souviens quand on était toute petite, il faisait des blagues pour le 1er avril, c'était absolument toujours désopilant. Tout au long de sa vie, il a fait des blagues. Qu'est-ce qu'il a appris chez votre maman, chez votre grand-mère? Il a appris la rigueur. Il a appris, il en a parlé encore plusieurs fois tout à l'heure, les produits. Ma grand-mère disait toujours, c'est facile la cuisine quand on aborde de bons produits. C'est pas tout à fait comme ça maintenant. Il faut avoir un petit peu de talent quand même. Voilà, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'on est très gâtés dans notre région pour les produits. Alors chez votre grand-mère, il a appris la rigueur, et chez son mentor, Fernand Point, le chef de la pyramide, il a appris l'excellence. Absolument. Ça, je dois dire que... C'est vrai. C'était très formateur. Très formateur. Son maître, son mentor. Oui, vraiment très, très formateur. Et chez lui, c'était l'excellence. Voilà. Et je crois qu'il a appris aussi le fait d'aller en salle. En salle, oui, aussi. C'est vrai que Fernand Point, avant l'heure, a quand même été... lui aussi un précurseur pour sa présence en salle. Et c'est vrai que M. Paul, qui était très observateur, s'est nourri de tous ces exemples et les a encore plus magnifiés, parce qu'on sait que toute sa carrière, il a défendu l'art de vivre à la française, la culture de l'excellence du service en salle et bien sûr en cuisine. Alors, ses mentors qu'on vient de citer, ses parents ont beaucoup compté pour lui, les bords de Saône aussi. Je vous propose d'écouter M. Paul. Il y a quelques années, il nous faisait visiter sa maison, l'auberge de Collonges. Ça, c'est nos collaborateurs. Voilà. Ils ont toujours le sourire. Ça, c'est important. Le chef superstar est resté très simple. Le patriarche entretient fidèlement le culte des anciens. Et là-haut, vous voyez, chez mes parents qui regardent si tout va bien. Oui, ma mère, Irma, et mon père Georges, à qui je dois beaucoup. Si vous voulez, c'est les Lyonnais, là. La mère Brasier, avec les fonds d'artichaut foie gras. Gaston Brasier, qui était le fils de la mère Brasier. Ça, c'était la mère Fillou. Bon, allez. Qui c'est qui monte à côté de moi? En voiture, direction l'Abbaye, l'annexe du restaurant gastronomique en bord de Saône. L'Abbaye. Alors, avant, on n'avait pas de route, si vous voulez, puisque c'était un petit chemin là, terreux. C'est le berceau de la famille Bocuse, restaurateur à Collonges depuis le XVIIe siècle. Mais ce n'est pas pour cette raison que le chef nous y conduit. Que la fête commence! Donc l'orgue est intéressant. C'est sûrement une des pièces les plus grosses qui existent aujourd'hui. Il remplaçait 110 musiciens. Retour au restaurant 3 étoiles. Midi approche, c'est le coup de feu en cuisine. Au piano, les cuisiniers interprètent les grands classiques de la cuisine française. Poularde en vessie, soupe aux truffes, loup en croûte sont au menu depuis toujours. Paul Bocuse ne résiste pas à l'envie de mettre son grain de sel.
Il est presque 11h10, notre hommage à Paul Bocuse continue et de nouveaux invités nous ont rejoints. Jackie Marguin, premier apprenti de Paul Bocuse en 1956 et Christian Bourriaud, meilleur ouvrier de France en 1968 et ami de Paul Bocuse. Alors Christian, Paul Bocuse a été l'homme qui a révolutionné le statut social du cuisinier, de cuistot, de cuisinier. Voilà. Il en a fait. Il en a fait des cuisiniers. Hein, mais à la lumière. À la lumière, et il a beaucoup œuvré pour les meilleurs ouvriers de France. Mmh. Hein. Parce que dans les années 60, Christian, comment étiez-vous considéré? Moi, j'étais déjà devenu un petit peu patron. Donc ça allait, mais autrement, on vivait dans les caves. C'était dans les caves? Voilà, on vivait dans les caves. On ne sortait que pour sortir, autrement, même des fois les toilettes. Il n'y avait même pas de toilettes dans certaines cuisines. Hein. Et puis on était considérés vraiment, c'était les ouvriers manuels, à l'époque les cuisiniers, hein, malheureusement, on était considérés comme, j'employais un vilain mot, mais comme de la racaille presque. Oui. Hein. On ne nous saluait pas. Hein, on ne saluait pas, les gens ne nous regardaient pas, maintenant on regarde les cuisiniers. Maintenant ce sont des stars même. Hein, voilà. Hein, mais après, bon, et Paul Bocuse, moi personnellement, quand je l'ai connu en 61, m'a tout de suite présenté et il m'a dit non, il faut que tu ailles en salle. Hein. Je voulais pas y aller, mais non, il faut que tu te fasses connaître. Ouais. En salle et habillé de blanc, toujours, avec la toque et les chaussures cirées, bien sûr. C'est le pantalon noir. Et cette révolution, elle a commencé dès son retour à Collonges, hein, après l'époque Fernand Point. Et 58, ça a été la première étoile. Mais avant, je voudrais parler avec Jackie, parce que Jackie a été le premier apprenti. Alors, il a connu tout jeune. Vous aviez quel âge? Moi, j'avais 15 ans et Paul avait 31 ans. Voilà. Alors, quel chef était-il? Alors, on peut tout dire. Il était très dur avec nous. Alors, je m'en rappelle toujours, quand on faisait des bêtises, dans l'escalier, il y avait un téléphone. Et il téléphone à ma mère. Venez le chercher, j'en ai marre, c'est un con, je ne vais plus le voir. Venez. C'était tout du cinéma, il ne téléphonait pas, et nous, on avait la tremblote. Mais on a des anecdotes. On a commencé quand même la cuisine, avec ensuite, il est venu Pierre Orsi et Roger Jaloux. On a commencé, nos menus, enfin pendant tout notre apprentissage, notre menu, c'était la terrine de grive, la mousse de truite, sauce Constant Guillot, et le gigot d'agneau et les volailles à la broche. Parce que, alors je vous explique une anecdote, comment on faisait, ça nous arrivait souvent de faire des bêtises, on faisait les broches 4 volailles. Et un jour, on se trompe dans les machins, on met une broche 4 volailles en plus. Aïe, on ne gaspille pas. On avait tellement peur, on a pris les volailles, on les a montées dans notre chambre, parce que nous habitions dans la... nous couchions dans la chambre où couche Madame et Monsieur Bocuse aujourd'hui. Alors, la chute, c'est qu'ils ont été obligés de tout manger. Et on a mangé les 4 volailles, pour pas se faire disputer. Pour pas qu'ils le voient. Et puis, vous saviez bien faire la mayonnaise? Alors, la mayonnaise, c'était pas la mayonnaise, c'est autre chose. Oui. Un jour, Pierre Orsi, tous les dimanches, on faisait le pot-au-feu pour avoir le fond blanc qui nous permettait de faire la gelée le dimanche soir. Et là, Monsieur Paul cherche l'entrecôte, parce qu'il y en a un client qui voulait une entrecôte, plus d'entrecôte. L'entrecôte disparue. Et il voit dans la cuisine était faite ainsi. Dans un coin, il y avait le timbre, le frigo, et de l'autre côté, il y avait un rayon. Et d'un seul coup, il voit son entrecôte. Il voit son entrecôte qui avait été cuite en pot-au-feu. Oh là. Alors, il prend une furie. À côté de lui, il y avait un bol de mayonnaise, et le pauvre Pierre Orsi, qui était pour pas grand-chose, boum, c'est lui qui prend la mayonnaise sur la tête. Ouais. Ça, c'était M. Paul. Oui. Et puis, vous avez lavé et relavé des carreaux. Hein? Ah là, alors ça, les carreaux, ça c'était... Et les réfrigérateurs. Alors, les carreaux, ça c'était une autre histoire. Ils nous punissaient, après notre service, le samedi soir, on allait au cinéma. Et quand on faisait des bêtises qui nous arrivaient un peu souvent, ils venaient nous chercher, Françoise Bocuse, qui est Françoise Barnachon, venait nous rechercher avec son père, on partait, nous on avait nos scooters, et ils revenaient nous chercher et jusqu'à 2h du matin, on se faisait les... Mais par contre, c'était
une maison familiale. Parce Voilà. que, attends, je Il y a- vous oui, oui, explique en deux des temps. bons côtés. Pourquoi que Monsieur Paul, on appelle Monsieur Paul? Alors, c'est très simple, parce qu'il y avait deux couples. Il y avait Monsieur et Madame Bocuse, père, et Monsieur et Madame Bocuse, fils. Alors, il y avait Madame Irma, la grand-mère, Monsieur Georges, le grand-père, et après, c'est comme ça qu'est venu Monsieur Paul. Il y avait Madame Raymond et Monsieur Paul. Voilà, pourquoi on appelle Monsieur Paul? Voilà, parce que c'est pour ça Donc, que... vous avez été élevé, éduqué à la dure par ce chef, mais il a été très formateur. Ah oui, mais c'est un homme exceptionnel, ça. Il faut reconnaître tous les meilleurs ouvriers de France qu'il a formés, tous les ouvriers. C'était toute notre vie, puisque nous, on a continué à aller le voir, les anciens apprentis, on allait toujours le voir jusqu'à la fin. Jusqu'à ces derniers jours, on était très proches de lui. Et d'ailleurs, donc c'est cette rigueur, cette exigence qui lui a permis donc en 1958 de remporter cette fameuse première étoile. Oui. Mais le titre dont il était le plus fier, c'était meilleur ouvrier de France. En 1961. Pourquoi ce titre le faisait sa fierté? Vous qui êtes meilleur ouvrier de France. Alors, à cette époque, déjà, pour être meilleur ouvrier de France, en province, il n'y en avait pas. Il n'y avait que les Parisiens qui avaient le droit d'être meilleur ouvrier de France. Ouais. Et le premier meilleur ouvrier de France, ça a été M. Nandron, Joannès, en 1949. Et après, il y a eu M. Caillet de chez Véter, et après M. Bocuse. Donc, et il n'y en avait qu'un de la province, tout le reste c'était des Parisiens. Hein. Mais sa fierté, elle venait aussi du mot ouvrier, meilleur ouvrier de France. Et oui, parce il a que toujours lui, mis en c'est- avant l'artisanat, le métier manuel. Voilà, lui, il a toujours défendu les ouvriers manuels avant de dire pas que. Et lui, il ne travaillait chez lui qu'avec des artisans. Il était très fidèle à ses artisans pour vraiment que Oui, il les mettait à la électricien, porte. chauffagiste. Oui, c'était tous des artisans. Ils sont encore. Alors, et si vous voulez, la Société des meilleurs ouvriers de France, il saluait tout le monde. Pour lui, c'était un peu son village. Hein. Les meilleurs ouvriers de France, il venait, il saluait. Mais il ne regardait pas s'ils étaient cuisiniers ou pas. Hein. Il n'avait jamais de différence. La grande famille des meilleurs ouvriers de France. Et à partir donc de 58 jusqu'à 65, la fameuse troisième étoile, ça a été la consécration et des plats célèbres que tout le monde connaît, n'est-ce pas, Jacob Brasier? Il avait cette fameuse volaille en vessie qui était prise de ma grand-mère, de la volaille de mi-deuil. Mais il avait aussi son loup en croûte. Non, son premier grand plat, c'était le loup en croûte. Le loup en croûte, c'est ça, avec croûte. la sauce choron. Et en plus de ça, il avait le souci non seulement du produit, mais comme il dit toujours, il faut mettre les arêtes peut-être de femmes à l'époque. Maintenant, on pourrait dire une cuisine de grand-mère. Et c'est ce qui a fait sa renommée. Et maintenant encore sa volaille, son loup en sauce choron, c'est extraordinaire. Nous allons regarder un peu la carte tout à l'heure avec le chef exécutif, Christian Bouvarel. En tout cas, c'est exceptionnel. Depuis 1965, 3 étoiles. C'est unique. Exceptionnel dans le monde. C'est exceptionnel dans le monde. C'est le seul au monde. C'est le seul. Et il était très attaché justement à ces étoiles et au guide Michelin. Ah bah extrêmement attaché. Et au Goemio aussi. Et extrêmement attaché. Et en plus de ça... C'est lui qui a lancé Goemio. Hein. Oui, exactement. Goemio, ils ont réussi. Ils sont lancés ensemble. À cause de... Grâce à Paul Bocuse et Paul Bocuse Goemio, bien sûr. Quoi qu'un jour, il l'avait diminué en point. Hein. Il leur avait... Verser un pot de mayonnaise. Non, mais enfin, c'était le Michelin. Hein. Non. Mais il avait été très sévère avec eux. Toute sa vie, c'était Michelin. Et puis, bon, après, parce que M. Paul Bocuse, quand il avait à dire quelque chose de pas gentil, eh bien, vous savez, vous preniez une ça fusait. Ah oui, ça tapait. Il avait dû prendre exemple sur ma grand-mère. Non, moi, je me rappelle une fois, on est au hall, on est tous là, et puis on faisait une visite des halls comme on faisait souvent avec des journalistes. Mais elles étaient où, les halles, à cette époque? Elles étaient déjà là. Ah, déjà, d'accord. Dans le troisième. Eh bien, et un gardien, il a dit, mais monsieur Bocuse, vous n'avez pas le droit d'être là. Et là, malheureusement, ce monsieur ne mesurait même pas 1,50 m. Et Paul Bocuse lui dit, mais moi, je ne parle pas aux gens assis.
C'était l'esprit Et et alors- l'humour de Paul Bocuse. Et alors, grâce à Paul Bocuse, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais il a fait sortir les chefs Bien sûr. de leur cuisine et ils ont commencé à devenir médiatiques. Paul Bocuse a été le premier grand chef médiatique. Oui. Vous vous en souvenez de ça? Oh là là, Ah oui. oui, Ah moi oui. je me souviens parce que je suis quand même un peu âgé. Hein, et nous, on nous faisait surtout pas voir. Hein. Fallait qu'on reste à l'écart. Et quand la première fois dans mon restaurant, moi, que j'avais placé Célestin, bon, c'est sous d'ailleurs, Monsieur Bocuse m'a dit, il faut que tu sortes, faut que tu sortes. Et les gens me disent, mais qu'est-ce que vous venez faire? Mais alors, ça, c'est une principale qualité de Paul Bocuse. Hein, l'homme rassembleur et l'homme qui aidait Voilà. les Tout le autres. temps. Ça, il faut le tirait- dire, parce qu'on a parlé de sa dureté, de son caractère, mais il a toujours aidé les autres. Il tirait jamais la couverture. Oui, parce Voilà, que le c'était métier pas auparavant, encore. c'était des Toujours. restaurateurs, Exactement. c'était pas des Vous cuisiniers. connaissez un Oui. tel, vous C'était connaissez. des gens c'était les gens de la salle qui commandaient dans le restaurant. Ah oui, C'était pas le c'était le- cuisinier, Ah oui, c'était le restaurateur. Et ce qui est très Un beau grand aussi, métier. c'est qu'avec sa renommée, il a permis à tout un tas d'artisans avec lesquels il avait l'habitude de travailler de se faire connaître, d'exporter aussi leurs produits. Ah oui, oui, mais Il a toujours amené dans ses bagages Non, mais fallait voir les quand on produits allait, lyonnais. ouais, quand on allait à l'étranger. Un jour, j'étais à New York en train de faire un dîner. Il vient me voir. Bon, j'étais tout seul. J'avais 250 couverts à faire. Il m'a dit, bah, je t'aide. Et puis, on sort l'après-midi. Dans la 5e avenue, tranquillement, eh bien, les gens venaient lui faire signer des autographes. J'étais à cette époque, et c'était l'époque, le président de la France, c'était M. Mitterrand. Et Paul Bocuse, avec son béret et son Loden, et les gens, quand on était avec lui, on était donc sur la 5e avenue, et les gens disaient, c'est chef Bocuse, chef Bocuse. Et je disais, c'est pas possible, il est plus connu que notre président de la République. Ben, ça a toujours été. Ça. A toujours été. Les gens savaient qui il était. Mais Alors, connu il dans le était monde même entier. plus connu que le maire de Lyon, de l'époque. De l'époque. Ah, parce que Alors- là, je vais vous raconter une anecdote. Allez-y, Jackie. On fait le Bocuse d'Or. J'ai eu de la chance avec Christian Pierre-Orsi d'être au début du Bocuse d'Or. Le Bocuse d'Or, c'est un concours qui récompense Le plus grand tous les concours de 2 ans cuisine du monde. le meilleur Du monde, cuisinier voilà. du monde. Et là, j'étais devenu copain avec le gars qui était secrétaire général de la mairie, je ne me rappelle plus. Enfin bref, je ne peux pas citer son nom pour. Et je lui dis, il faut faire venir Monsieur Noir. Alors il me dit, oui, non, il ne peut pas venir, machin. Alors je lui dis, je vais t'expliquer un truc. Monsieur Bocuse, tu vas à Rio, tu vas à New York, tu vas au Japon, tu vas machin, tu le connais. Avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Noir, quand on va à Tokyo, à Rio, au Japon, personne ne connaît Monsieur Noir. Et ça, Eh oui. c'était déjà... Alors, ça, je Le vous plus grand parle- ambassadeur de Ah, la France. oui, il y a 30 ans, je vous parle, Eh oui, hein, je vous parle pas 87. d'aujourd'hui. Hein. Alors, c'est vrai que grâce à sa renommée, en plus de 50 ans, Paul Bocuse a construit un empire gastronomique. En plus du 3 étoiles de Collonges, le chef possédait également 7 brasseries, 3 fast-foods et une dizaine de restaurants aux États-Unis et en Asie. Aujourd'hui, c'est son fils, Jérôme, qui vit en Floride, qui a repris le groupe. Nous l'avions suivi il y a quelques mois à Lyon. Regardez. Quelques photos pour immortaliser la passation de pouvoir. Ce n'est que depuis peu, avec la bénédiction de Monsieur Paul, que Jérôme Bocuse est à la tête de l'entreprise familiale. Vous en pensez quoi de votre fils? Formidable, il se débrouille mieux que moi. C'est vrai? Oui. Il est américain, donc c'est un autre système. Si Paul Bocuse ne tarit pas d'éloges sur son fils, c'est parce qu'il gère depuis des années avec succès les 2 restaurants d'Orlando en Floride. Installé aux abords de Disney World, il régale 1500 personnes par jour, un nombre de couverts équivalent à l'ensemble des établissements lyonnais du groupe Bocuse. Ça faisait partie de vos plans de reprendre les rênes de la maison Bocuse un jour? Non, pas du tout. Parce que si vous m'aviez posé la question il y a peut-être encore 5 ans, ça ne m'intéressait pas de revenir en France. Et puis, bon, mon père était encore bien impliqué dedans. Donc, je ne sentais pas que j'avais ma place. Aujourd'hui, avec l'âge, voilà, il se retire à peu près. Je reviens à Lyon, je n'ai jamais travaillé en France. Donc, je reviens avec un regard nouveau, un regard différent. Vous avez grandi là, vous aussi? Pas très loin, ouais, mais je faisais du ski nautique jeune sur la Saône. Ouais, la Saône. Votre papa, je crois. Ah ouais, c'est. Elle a toujours aimé l'eau en fait. Il était un des premiers hommes grenouilles à Lyon et puis il a toujours aimé nager. Et moi, je suis un peu pareil. J'adore. Je suis très aquatique aussi. Donc c'est. C'est dans l'ADN aussi. C'est dans l'ADN.
dans l'ADN également, un certain sens du business. Bonjour messieurs. Monsieur Morel, bonjour. Jérôme Bocuse est aujourd'hui à la tête d'un empire composé notamment d'un 3 étoiles, de 7 brasseries et de 3 fast-foods. Si on rajoute les 9 restaurants au Japon et aux États-Unis, le groupe emploie au total plus de 300 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros par an. Vous arrivez à faire le tour de vos établissements quand vous venez ? Le tour, c'est parfois difficile, mais j'ai des bons collaborateurs qui sont sur le terrain et qui veillent. Savoir bien s'entourer, un principe là encore hérité du papa. Après avoir repris par exemple le contrôle des brasseries et des restaurants en rachetant à Naxicap sa participation, Jérôme Bocuse a souhaité ouvrir le capital de l'entreprise à certains collaborateurs fidèles. Dans la philosophie de mon père, les banquiers, les financiers plutôt, ça a toujours été quelque chose d'un peu étranger pour lui. Il préfère que ce soit lui, ses collaborateurs, sa famille qui soient associés dans ses affaires. Une prime à la fidélité qui garantit surtout l'indépendance de la marque Bocuse. Ça préserve le nom Bocuse, quoi. Personne ne pourra s'amuser à faire quoi que ce soit avec le nom Bocuse, quoi. Le nom Bocuse est protégé. On va être beaucoup plus puissant en étant tous groupés autour de tous ces établissements. Jérôme, c'est une vision encore plus internationale, bien que M. Paul l'ait déjà beaucoup internationalisé. L'avenir, c'est de continuer à faire flotter les 3 étoiles sur la façade du restaurant et puis surtout le nom Paul Bocuse qui puisse briller aussi encore de longues années et continuer à régaler nos clients. Préserver la tradition tout en s'ouvrant au monde, respecter les recettes ancestrales tout en imaginant la cuisine du futur, autant d'équations que Jérôme Bocuse devra résoudre pour maintenir au sommet l'empire qu'a créé son père. Aujourd'hui, on fait différentes choses, donc on s'adapte sur différents marchés, à différents types de clientèle, vous voyez. Mais je pense que la philosophie de Paul Bocuse, la philosophie du bien faire, reste partout dans nos maisons. Jérôme l'Américain, le Lyonnais, le timide, a même succédé à son père à la tête des plus grands chefs de la planète. Il a accepté la présidence des Bocuse d'Or, comme si seul un Bocuse pouvait être le garant de la gastronomie mondiale. Et pour nous parler de la dimension internationale du chef d'entreprise, Paul Bocuse, on accueille maintenant Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, ancien maire de Lyon, merci d'être là, et Régis Marcon, le chef 3 étoiles de Saint-Bonnet-le-Froid, et puis Christian Tête-Doigt nous a rejoint. Monsieur Paul, on peut le dire, c'était un petit peu le premier chef en France à avoir eu autant le sens des affaires. Oui, en effet, mais je crois que si on retient quelque chose, c'est vraiment qu'il a changé le regard du public, des professionnels par rapport à nos métiers, par rapport à la cuisine, bien sûr, par rapport au service. Tu en parlais tout à l'heure. Je crois que si moi je retiens quelque chose de M. Paul, c'est vraiment ça, quoi. Mais il avait le savoir-faire et le faire savoir. C'est ça. Alors moi j'ai l'impression, en écoutant ce reportage, que du coup il a déjà inventé un petit peu à l'avance l'entreprise participative, parce que beaucoup de ses collaborateurs sont quand même investis dans l'entreprise. Et là encore, je trouve qu'il nous montre le chemin. Et moi, c'est quelque chose auquel je pense, effectivement. Et il a su exporter son nom, le nom de Lyon et le nom de la France à l'étranger. Tout à l'heure, M. Marguin parlait effectivement de la différence entre Paul Bocuse et un ancien maire de Lyon. Moi, j'ai connu la même expérience lorsque je suis à l'étranger. Au départ, je disais, voilà, je suis le nouveau maire de Lyon. Et les gens me disaient, ah, Lyon, la ville de Paul Bocuse. Donc ça veut dire que partout dans le monde, Paul Bocuse rayonnait parce qu'il était considéré comme le pape de la cuisine mondiale. Et vous voyez, il a apporté une renommée à la France au moment justement où on retrouvait la gastronomie. Quand en France, on veut que le menu français soit classé patrimoine de l'UNESCO, bah on va dire que Paul Bocuse avait montré la voie et que lui, il l'avait déjà classé, pas dans les documents, mais dans la tête de toutes celles et de tous ceux qui apprécient la gastronomie à travers le monde. Donc c'était un précurseur et il a fait rayonner non seulement Lyon, mais il a fait rayonner la France, la cuisine française et un certain art de vivre à la française. C'était une marque, on peut le dire ? C'est une marque, Bocuse ?
Déjà au restaurant, Paul Bocuse, le nom est marqué sur les rouleaux de serviettes, les nous, cendriers autrefois de partout. Oui. En tant que professionnel, on ne le voit pas comme une marque parce que Paul Bocuse, ça reste un homme, un visage, et puis quand même un événement majeur qui est le Bocuse d'Or. C'est un événement plus qu'important, international de fait aussi. Il en a fait non seulement, c'était complètement innovant de réaliser, de mettre en place un concours de ce type devant un public déjà, mais c'est devenu par la force des choses, par la suite, je dirais, la fête des cuisiniers du monde entier. Et ça, je crois que chaque année, je pense qu'on ne prie pas beaucoup les chefs pour venir à Lyon, quoi. Ça se fait automatiquement. Oui, et ce qui est formidable, c'est que tout ceci s'est développé de manière gigantesque, puisque au départ, finalement, lorsque les Bocuse d'Or sont créés, c'est quand même un phénomène qui est français. Après, il devient européen. Aujourd'hui, il est mondial, c'est-à-dire qu'il y a des concours en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, et les finalistes arrivent ici à Lyon. Et celles et ceux qui ont pu connaître l'ambiance, on est donc dans un amphithéâtre, chacun est là avec son drapeau, les supporters des différents cuisiniers sont là, et c'est devenu un véritable événement. C'est les Jeux olympiques de la cuisine. Oui, il a eu l'idée de faire des cuisines ouvertes, parce que autrefois on cachait les recettes, les secrets. Lui, il a dit non, tout le monde peut voir, on va faire ça sur scène. C'était très ouvert. Ouais, visionnaire encore. Et je dirais qu'on est en pleine actualité, évidemment, et hier, on s'est dit, parce qu'il y avait un concours d'organiser à Sarlat, le trophée Jean Rougier, qui était un grand ami de Paul Bocuse, et beaucoup de Bocuse d'Or étaient là. Et on s'est dit, mais il nous a fait une farce, il a attendu qu'on soit tous ensemble pour partir. Et il y a toujours de la farce quelque part avec M. Paul. C'est vrai que il aurait aimé ce jeu de mots. C'est vrai que ce nom, Paul Bocuse, c'est un label, ça éclaire les visages du monde entier. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si les Halles de Lyon portent depuis quelques années son nom, Paul Bocuse. Des quarts de touristes entiers s'y arrêtent chaque semaine. D'ailleurs, on retrouve sur place Alexandra Marie. Bonjour Alexandra, vous êtes là? Je crois que les commerçants et les clients des Halles sont en deuil depuis hier. Oui, tout à fait. On peut parler de deuil, mais ce matin, c'est un deuil empreint de beaucoup de pudeur, en fait, qu'on retrouve dans les Halles Paul Bocuse. Tous les commerçants avec qui on a pu échanger ce matin nous l'ont dit. Ils ne veulent pas que l'ambiance soit triste ici et que, à l'image de Monsieur Paul, les choses ici continuent un petit peu comme d'habitude. Alors, je vous rappelle qu'ici, dans ces Halles Paul Bocuse, nous sommes dans un des temples de la gastronomie française. Ces Halles ont émergé ici en 1971, au début des années 70, et depuis font le prestige de la ville et de la France. Un prestige qui s'est renforcé effectivement en 2006, quand les Halles ont pris le nom de Paul Bocuse, un nom qui reste évidemment très très attaché à tous les produits qu'on trouve ici, mais aussi très attaché aux différents commerçants, aux artisans, aux artistes on peut dire, qu'on trouve ici dans ces allées. Et nous avons la chance ce matin d'être avec deux d'entre eux. Nous sommes avec Monsieur Triolet et Madame d'être avec nous ce matin. C'est un moment très particulier. On sent à la fois... Oui. Alors la liaison... Je dirais... Avec le boucher on connaît Trollier. Quelques... Monsieur Trollier, oui. Meilleur ouvrier de France, lui aussi. Alors je crois qu'on a quelques petits problèmes avec la liaison. Vous êtes d'accord, les bons produits, il a contribué à les mettre en valeur. Inlassablement. Les produits et les hommes. C'était pour lui une obsession. Il a toujours mis les producteurs et les éleveurs en avant. Et bien sûr, les hommes, effectivement. On voit bien toute l'action qu'il a menée tout au long de sa vie pour mettre en avant le métier de cuisinier, mais aussi le métier de salle. Et c'est vrai, là encore, il a montré la voie parce que pendant des années, on les a un petit peu oubliés. Les services de salle étaient un peu moins considérés. Et là, il y a un vrai retour, grâce à l'action notamment de Régis aussi. On essaye vraiment aujourd'hui de réhabiliter le service de salle. Gérard Collomb, si Lyon est la capitale de la gastronomie, c'est pour Paul Bocuse, c'est pour ses chefs, mais aussi c'est pour ce savoir-faire qu'il y a dans le terroir. C'est l'ensemble de la filière. Vous voyez, je crois qu'il avait su qu'il fallait une filière continue pour arriver à avoir une bonne cuisine dans la salle. Et donc, il savait repérer celles et ceux qui, dans telle filière, étaient les meilleurs boulangers, étaient les meilleurs charcutiers, étaient les meilleurs fromagers. Et donc, il faisait vivre, effectivement, toute une filière qu'il mettait en lumière. Et d'ailleurs, les Bocuse d'Or avaient commencé par les cuisiniers, mais après, c'était étendu aux différents métiers, parce qu'il voulait promouvoir tous les métiers. C'est vrai qu'il pensait
que chacun dans leur spécialité, ils étaient des artistes. Et donc, il fallait mettre en valeur ces artistes et que la cuisine ne pouvait être bonne que s'il y avait l'orchestre derrière. C'est vrai que à chaque fois qu'il partait à l'étranger, il mettait en avant les produits français. Le Il Beaujolais, emmenait avec Georges Duboeuf, son bien ami sûr, Georges Duboeuf. mais les Saint-Marcelin d'Amé Richard, Les Saint-Marcelin. Il y avait les la produits d'ici, charcuterie du terroir, hein, de Madame de notre Zubillard, région. etc. Enfin, on pourrait en citer des quantités, quoi. Il a toujours été Et là, il était un aussi ambassadeur précurseur. extraordinaire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on parle De constamment... locavore. Ah, voilà, locavore, les produits de proximité et de qualité. Des filières il y a courtes. il y a 40 ans, il le prenait déjà. Il a toujours eu un train d'avance. Un train d'avance, oui. Alors, on va remercier Christian Tête-Doigt Oui. et accueillir Monsieur Tissot. Et oui, il y a un service. Et il y a un service que j'ai travaillé maintenant. Et oui. Alors, Monsieur Tissot, venez Je prendre vois sa bien, ouais. place. pendant qu'il y a un petit échange, juste en face des Halles, il y a le fameux mur peint avec la fresque Paul Bocuse. Alors, si vous voulez, hier, j'ai parlé avec Georges Kepenekian, le nouveau maire de Lyon, et donc on va mettre en lumière la fresque qui est en face des Halles de Lyon, des Halles Paul Bocuse, parce que d'habitude, elle ne se met en lumière que pour la fête des Lumières. Et là, évidemment, pour lui rendre hommage, nous allons rééclairer cette fresque. Mais vous voyez, j'ai parlé hier avec le président de la République et puis les membres de la famille ont pris contact avec mon ministère et on va tout faire pour que la cérémonie qui soit organisée pour Paul Bocuse soit tout à fait exceptionnelle. Parce que montrer que la France est reconnaissante à celles et ceux qui effectivement la font rayonner dans le monde. On parle d'obsèques nationales, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, en tout cas, je ne sais pas si ça sera les obsèques nationales, mais en tout cas, nous allons faire beaucoup pour que ce soit des obsèques exceptionnelles dont Lyon et le monde entier se souviennent. À la hauteur de l'homme. Monsieur Tissot, vous nous avez rejoint, Odile, Alors, présentez-le-nous. David Tissot, meilleur ouvrier de France 2004, actuellement donc chef à l'Institut Paul Bocuse, au restaurant Les Saisons. Qui vous a remis votre veste de meilleur ouvrier de France? Racontez-nous. Monsieur Paul, justement, en 2004, en janvier 2004, le 29 janvier, m'a remis cette veste. Et pour moi, ça a été un honneur. Bon, grâce à lui, j'ai voulu faire ce métier. En tout cas, tout à l'heure, on parlait de filière. Monsieur le ministre parlait de filière. Et on peut dire qu'il a créé des vocations. Et pour moi, il a créé cette vocation. Bon, Régis, qui a été aussi mon chef. Voilà, et je pense que là aussi, il y a une filière qui donne des envies à faire ce métier-là. C'est un maître qu'on croise en chemin, comme ça, voilà, qu'on admire et qui vous pousse. Oui, puis je crois que, bien sûr, il nous passe un message en même temps. Moi, je travaille beaucoup sur la formation professionnelle en ce moment. Sûr. Et ce message, c'est d'un homme qui est un exemple. C'est important l'exemple dans les métiers. Et on a besoin dans tous les métiers, la cuisine bien sûr, mais tous les métiers, d'avoir des exemples qui font que les jeunes viennent vers nos métiers. Jusqu'à présent, on allait beaucoup trop vers la voie générale, il faut venir vers les métiers manuels. Et c'est Vers important pour l'artisanat donner un avenir aux jeunes pour le futur. Alors, on vient de me dire que la liaison était rétablie avec les Halles Paul Bocuse à Lyon. Et donc, on retrouve sur place Alexandra Marie avec ses invités. Vous êtes là, Alexandra ? Oui, absolument. Nous sommes de retour. Nous sommes, je vous le rappelle, donc en compagnie de deux fournisseurs historiques de Paul Bocuse, les personnes de Monsieur Triolet et Madame Richard. Comme je vous le disais ce matin, l'ambiance dans les Halles Paul Bocuse est un peu particulière. À la fois, on sent une grande absence, l'absence de Monsieur Paul, mais aussi son omniprésence ici. Oui, bien sûr. Tous les clients nous parlent du départ de Monsieur Paul, qui est un homme qui était tellement important à Lyon. Tout le monde a un souvenir avec Paul Bocuse, soit pour être allé déjeuner ou dîner chez lui, soit pour l'avoir rencontré lors des dédicaces de ses livres nombreux qu'il a publiés. Et puis c'était un homme très facile à aborder.
quand il venait aux Halles boire un café le dimanche matin, les gens s'arrêtaient et lui parlaient des événements de leur vie, de sa vie à lui, de ses projets, parce qu'il avait toujours des projets plein la tête. Et s'il est resté aussi jeune et aussi dynamique longtemps, c'est parce qu'il y avait toujours quelque chose d'autre à organiser, à imaginer. Il était exceptionnel. Ça, des projets infinis, mais toujours rattachés à son terroir, à son territoire et évidemment aux produits, à des produits locaux. Vous le savez, monsieur, puisque vous l'avez fourni pendant des années, vous diriez qu'il était passionné en fait par ces produits qui venaient d'ici, de notre région. Alors c'était un passionné, mais c'était aussi un grand connaisseur. Il connaissait tous les produits. Il savait reconnaître la qualité des produits. C'était quelqu'un de... Il avait un œil, il avait l'œil perçant, l'œil qui brillait quand il voyait un produit. Il savait en parler comme il faut, il en parlait, il avait des connaissances vraiment que les autres n'avaient pas, mais il avait fait un travail de fond parce que c'était sa passion. Vous avez quelques exemples à nous montrer J'ai un exemple qui est merveilleux parce que Monsieur Paul, quand il adorait la volaille de Bresse, il a fait connaître la volaille de Bresse dans le monde entier. Et M. Paul, il s'arrêtait devant l'étalage sur une belle côte de bœuf, sur une côte de veau, mais aussi en particulier sur la volaille. Et il prenait une volaille dans ses mains, il regardait la peau bien blanche, bien tendue, il la tournait, regardait les filets, si les filets étaient larges, longs. Et puis, bien sûr que cette volaille, il savait la faire découvrir à ses clients. Hein. Il adorait rôtir à la broche sur un feu de bois. Il adorait faire ses poulardes en vessie, ses poulardes de mi-deuil. La poularde, c'était quelque chose d'important dans l'assiette de ses clients. Et c'est pour ça aussi que les clients ici au Halles finalement viennent chercher ces fameux produits auxquels ils sont eux aussi attachés. Ce matin, lorsque nous avons échangé avec les clients qui sont venus, ils étaient nombreux à vouloir être présents. Je sais qu'ils ont échangé dans ce sens-là avec vous. Ils voulaient vous soutenir. C'est ce que vous m'avez dit, venir vous soutenir. Et puis nombreux sont ceux aussi qui sont dans l'attente d'un hommage. Aujourd'hui, vous me l'avez dit, un jour de respect, un jour de pudeur. Mais je crois que nous avons un problème technique, veuillez m'excuser. Alexandra, et on a encore un problème technique avec la liaison. Alors on va passer des Halles Paul Bocuse de Lyon. C'est une institution, les Lyonnais ont l'habitude d'y venir pour déjeuner, manger, goûter de bons produits. Et je crois que dans 2 ans, il y aura une autre institution qui va beaucoup compter et dans laquelle, je suppose, Paul Bocuse aura une large place. C'est la Cité de la Gastronomie qui prendra part à l'Hôtel-Dieu. Oui, cela fait quelques années qu'avec Régis Marcon, nous avons lancé cette Cité internationale de la gastronomie. Elle prendra place dans le plus beau lieu de Lyon, l'Hôtel-Dieu construit par Soufflot, dont on voit aujourd'hui la rénovation. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, nous considérons que Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie. Alors, avec quelques annexes à quelques kilomètres. Et donc, nous avons travaillé... Non, pas de ça qu'on parlait. Nous avons travaillé avec Régis Marcon et beaucoup d'autres pour créer cette cité internationale de la gastronomie. Vous voyez, de la même manière que Bordeaux a fait quelque chose autour du vin, nous, on veut faire quelque chose autour de la cuisine, parce que, incontestablement, parce qu'on est situé où on est situé, c'est-à-dire avec des produits divers qui nous environnent. On a la Savoie, la Haute-Savoie, la richesse du territoire et les produits fait que, incontestablement, Lyon est, avec ses cuisiniers, toujours allant de l'avant, la capitale de la gastronomie. Et donc, dans 1 an et demi à peu près, nous aurons un lieu qui célébrera la gastronomie. Et je suis sûr que le monde entier, lorsque les gens viendront à Lyon, iront dans cette cité de la gastronomie. Comme ils vont au Halles Paul Bocuse. Je dirais que c'est... Monsieur Paul Bocuse y est pour beaucoup. Et il se passe un phénomène étonnant depuis hier quand même. Oui, sur les réseaux sociaux de partout. Oui, bien sûr, mais quelque chose qui me marque, c'est que beaucoup d'amis, de clients et le chef pareil, on nous écrit. Oui. Un peu comme des condoléances en disant... on sait que vous avez de la peine. Ça, c'est cette force de Monsieur Paul.
Il a créé une famille. Et l'exemple de la Cité de la gastronomie, c'est ça. Cette Cité de la gastronomie, ce n'est pas une idée qui est arrivée un jour d'une collectivité ou autre. Ça s'est décidé entre nous. C'est tous les métiers de bouche qui seront présents dans cette Cité de la gastronomie. C'est quelque chose de très consensuel. Tout le monde y adhère. C'est la maison un petit peu de tout le monde, de tous ceux qui respirent le bon goût, la gastronomie. Alors évidemment, on y associe le côté santé parce que ça nous paraît primordial, surtout à Lyon où on a tous les acteurs autour, non seulement dans la région, mais sur Lyon même. J'espère, moi, qu'une chose, c'est que M. Paul soit fier de nous quand ça sera réellement dans un potentiel bien abouti. J'espère. C'est une partie de son héritage ? Ça sera une partie de son héritage, les Bocuse d'Or, la Cité de la gastronomie. C'est quoi finalement cette Cité de la gastronomie ? Bon, on parlera de nutrition, etc., mais un point qui est important, et c'est là, je pense que c'est la force de M. Paul, c'est, je dirais, la table. La table, c'est quoi ? C'est la table où on se revoit en famille, c'est la table où on s'engueule, c'est la table où on partage. C'est des liens qui se créent. Et ça, pour ça, il était très fort, M. Paul. Et je pense qu'on va même la marquer un petit peu plus, cette Cité de la gastronomie, par rapport à ça. Parce qu'on peut parler de nutrition. Évidemment, on mange des calories, etc. Ça ne nous intéresse pas, nous. Pas très sympa. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la table elle-même qui fait qu'on se nourrit bien. On peut se nourrir très, très bien aussi. Oui, c'est l'esprit qu'il y a autour de la table. Vous voyez, tout concourt. Chez M. Paul, tout était maîtrisé. Maîtrisé sur la façon dont est installée la nappe, sur l'assiette, les services de la table. Aussi, le service des personnes. Lorsque l'on est à l'Institut Paul Bocuse, il faut effectivement voir comment on apprend aux jeunes. Chez vous, qui êtes à l'Institut d'application, c'est formidable. Hier, une amie allemande de Leipzig se trouvait être à Lyon. Elle m'envoie un SMS, elle dit « Gérard, j'ai mangé à midi à l'Institut et j'apprends la mort de Paul Bocuse. Et ce que vous disiez, elle me dit « Je te présente mes condoléances ». C'est incroyable, voilà. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Ce qu'il faut dire entre nous, même entre les chefs, entre Gilles et Olivier qui sont, et Christophe qui sont les chefs de l'Auberge. Quand on discutait entre nous, on avait un mot, on disait « Comment va papa ?» quoi. Et je pense que voilà, c'est ça aussi. C'est le père. Et l'héritage, c'est à nous de le transmettre. La transmission qui était si chère à Paul Bocuse. Cette transmission, on la voit sur un plan plus international au moment des Bocuse d'Or. Régis Marcon, vous avez obtenu un Bocuse d'Or en 95. On a vu d'ailleurs il y a quelques instants des images des Bocuse d'Or. Il est là aussi un petit peu l'héritage. C'est-à-dire que tous les chefs du monde entier viennent quelque part en pèlerinage à Lyon. Oui, puis l'erreur, ça serait de s'accaparer personnellement ce concours. C'est là la force. Ce concours, c'est de pérenniser. Et on le fera collectivement, on le fait collectivement. Je crois que c'est une réelle force. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi, ce qui m'inspire le plus chez M. Paul, c'est sa façon de mettre en place tout ce qui est transmission. L'école Sougy, la Fondation Paul Bocuse, l'école d'Écully. On parle tout le temps d'école. Et je crois que nos métiers doivent être des métiers leaders dans les autres métiers pour montrer qu'on peut démarrer d'un CAP, on peut démarrer d'un petit... Voilà, on va dans ce métier parce qu'on ne sait pas si on va y aller ou si on doute un peu. Et ça vous crée un ascenseur social formidable. Vous vous rendez compte de cette carrière qu'il a pu faire en partant d'un CAP. Oui, il disait, j'ai 2 bacs, moi. Ben oui. Un bac d'eau chaude et un bac d'eau froide. L'humour était bien présent. Voilà. Alors, avant de parler un peu plus en avant de l'Institut Bocuse et de tous ces chefs, de tous ces commis qu'il a formés, on va regarder des réactions de gens qu'on a fait hier. Vous parliez des gens qui étaient touchés, des gens qui sont allés déjeuner chez lui, des gens qui connaissaient le nom de Paul Bocuse, des Lyonnais. On va les écouter. On va remercier Gérard Collomb et Monsieur Marcon. Merci beaucoup. On écoute les gens qui ont dîné hier chez Paul Bocuse. C'était un service assez spécial en fait, parce que j'ai été invité par ma femme pour mes 35 ans. Et c'est vrai qu'on a appris par une alerte sur Internet donc la mort de M. Bocuse. C'était assez spécial, empreint d'émotion, donc on l'a bien senti dans la salle, mais c'était à la fois un plaisir et puis beaucoup d'émotion en fait. Ça fait 50 ans qu'on vient là. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, monsieur ? Beaucoup de tristesse. C'est un grand monsieur. Un grand monsieur de la cuisine. Sympa, convivial et doué, surdoué. Il y avait une atmosphère particulière aujourd'hui ? Non, pas du tout, parce que les gens ont été très discrets. C'est un SMS qu'on a reçu de la famille qui savait qu'on venait manger ici.
mais c'est tout, quoi. Après, au niveau du personnel, à aucun moment on a senti qu'il y avait quelque chose de particulier. C'était notre première visite ici. J'espérais le rencontrer, malheureusement. Là, un grand monsieur s'en va, et puis j'espère que ça va durer encore longtemps comme ça, que la maison va rester ce qu'elle est. Et on a très bien mangé avec un petit goût amer, quoi. Alors une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est l'avenir. Et pour en parler, nous recevons Christian Bouvarel et Alain Lecozet. Alain Lecozet, qui est chef exécutif à l'Institut Paul Bocuse, donc qui travaille aussi avec David Tissot, et Christian Bouvarel, qui, lui, a travaillé pendant 40 ans dans la cuisine de l'auberge de Collonges avec Paul Bocuse. Voilà, donc la transmission... dans sa cuisine, mais aussi dans des écoles, dans des institutions, dans des fondations. Ouais. Alors ça, moi j'ai commencé avec Paul Bocuse à l'âge de 14 ans. Oui. Et si vous voulez, j'ai grandi avec lui. Et après, ça s'est fait petit à petit. Vous avez grandi avec lui. J'ai grandi avec lui. Ouais. Ouais. Et si vous voulez, c'est pas tout été tous les jours facile. Il y a eu des jours de joie, moins. Un peu moins, des secrets, on ne peut pas raconter non plus. Oui. Et après, et c'était tout ça aussi, Paul Bocuse. C'était ça, ouais. Et alors, vous qui avez été aussi chef exécutif, je vous ai montré la carte tout à l'heure, et vous m'avez dit... Non, il n'y a rien qui a changé. Non, il n'y a rien qui a changé. Non. C'était ça aussi le génie de Paul Bocuse. Il a toujours été à l'avance, là c'est vintage, mais non. Paul Bocuse partait du principe, s'il avait les médias derrière lui, qui poussaient, et il disait toujours... moi, Christian, c'est notre cuisine. Ouais. On n'a pas changé et on ne change pas. Et les clients viennent, ils viennent et ils reviennent. Pleines. Et voilà, et les salles sont toujours pleines. Donc, voilà. Alors, il vous a appris à vous, les gamins, en cuisine, et puis il apprend aussi par l'intermédiaire des professeurs, Alain. Oui, je pense qu'il y a eu un challenge il y a 27 ans où... Il y a une grande école qui s'est créée et elle a été réalisée à Lyon. À Écully, exactement. À Écully, mais bon, Écully, c'est pratiquement Lyon. Et elle a été réalisée grâce à Paul Bocuse et à tout le soutien des chefs lyonnais. Et cette idée de faire une grande école internationale, voilà, c'est ça Paul Bocuse. Et on fait pour l'international, on fait savoir la valeur du métier. Et je pense que pour lui, la transmission était quelque chose de très important. C'est pour ça qu'il parle toujours des meilleurs ouvriers de France, mais pour transmettre aux autres, pour guider les autres. Et cette école, c'est ça. C'est montrer aux jeunes l'excellence de notre métier. Et avec un nom comme Paul Bocuse, tous les jours, quand on y va, on peut pas être autrement qu'excellent et montrer le meilleur. Et au Japon, on parle de Paul Bocuse comme Dieu vivant, on disait, hein. Oui, je pense que je crois que ça doit être le seul qui, à l'aéroport, on lui demande, il passe directement, aucun contrôle, quoi. Voilà, c'est ça, Paul Bocuse. Et l'avenir de Bocuse, j'allais dire les germes, son héritage, il est dans ces jeunes que vous formez ? Bien sûr, il est dans ces jeunes, puisque ces jeunes, ils viennent s'imprégner de la culture, de la philosophie. Oui, de la philosophie, du savoir-faire, de l'excellence, des produits. Et je crois que de toute façon, quand ils repartent, c'est leur école. Donc leur école, c'est Paul Bocuse. Et après, ils vont faire rayonner leur savoir-faire, le savoir-faire de l'école, le savoir-faire de Paul Bocuse partout dans le monde. Et ce qui est important, ils apprennent dans des instituts, dans des écoles, mais ils apprennent aussi aujourd'hui, grâce aux 3 chefs meilleurs ouvriers de France, qui sont en cuisine, ou les maîtres de salle aussi, dont François Pipala, meilleur ouvrier de France. La formation se fait sur le temps. Alors après, ça se transmet, ça c'est... Non, voilà. Alors, vous avez... D'ailleurs, ça a été mon chef. Ça a été votre chef. 90. Eh bien voilà. Et puis Christian Tête-Doigt aussi, et était là, la transmission, bien sûr. C'est la transmission. Et c'est l'avenir, la transmission du savoir et du savoir-faire. Tout à fait. C'est important pour nous de continuer ce qu'il a commencé. Alors, à notre échelle, chacun, bien sûr, parce que je crois qu'il n'y aura qu'un seul Monsieur Paul. Ah, oui, ça... Et pour nous, c'est important de continuer ce qu'il a fait à notre niveau et de pousser l'excellence. Il n'y aura qu'un Monsieur Paul. Il n'y aura qu'un Monsieur Paul. C'est comme il y a eu un général de Gaulle, il y a eu un Johnny Hallyday, et en cuisine, on a notre Paul Bocuse. Voilà. Un mot pour terminer. Qu'est-ce qui restera de lui, si on doit retenir qu'une chose ? Une chose, c'est son savoir-faire,
son cœur. Sa générosité, Sa oui. générosité. Parce c'était un homme qui était très strict, mais qui avait beaucoup de cœur. David. Ah oui, on va rejoindre un petit peu, hein, c'est le cœur à l'ouvrage, toujours de l'avant, en emmenant les autres surtout. C'était générosité dans tout ce qu'il faisait. Quand il recevait ou quand il faisait quelque chose, c'était tout. Et comme il disait, on va toujours de l'avant, on ne regarde jamais dans le rétroviseur. Alain ? Je crois que c'est il nous a montré une voie que on n'a qu'envie de suivre, et je pense que là maintenant ce qu'il faut c'est qu'on soit encore meilleur pour lui prouver que il a eu raison de nous faire confiance. Et c'était la discipline, c'était la rigueur. Et comme il disait toujours, j'ai sorti les cuisiniers de la cuisine. Mais maintenant, il y a certains qu'il faudrait faut que je me entraîne pour les faire revenir. Ils ont pris goût. Merci à tous d'être venus sur ce plateau pour rendre hommage sur notre antenne à Paul Bocuse, le Lyonnais, le cuisinier du siècle. Merci beaucoup Odile pour vos lumières, et je crois que l'hommage continue avec vous lundi soir. Et c'est vrai qu'on aurait pu faire 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est sans fin. C'est sans fin, Paul Bocuse. Et oui, alors demain il y a un documentaire, que j'ai réalisé il y a 3 ans, sur le passeur des Beurs de Saône. Donc c'est la vie de Paul Bocuse. Merci à tous, l'info continue en région, et comme disait Monsieur Paul, la grande cuisine, ce peut être une dinde bouillie, une langouste cuite au dernier moment, une salade cueillie dans le jardin et assaisonnée à la dernière minute, donc bon appétit. Au revoir. Au revoir.